une biographie donc de Marie-Antoinette que je vous recommande vraiment, je l'ai lue et je n'ai pas eu l'impression de lire une biographie en fait. Je lisais une histoire quoi, c'était vraiment passionnant. Après c'est parce que c'est aussi une époque qui me passionne, c'est peut-être pour ça que c'était plus facile pour moi de le lire, mais voilà, je vous le recommande. Honnêtement, je ne sais pas s'il avait des biais, s'il était plus côté royaliste, côté révolutionnaire ou des choses comme ça. En tout cas, dans le livre en soi, ça ne s'est pas ressenti, mais après, qui suis-je pour le savoir? Enfin, je vous laisse vous faire votre propre avis. Aujourd'hui, je voulais répondre à la question: Marie-Antoinette, est-ce que c'était un bourreau ou un martyr? Est-ce que c'est une souveraine que l'on doit admirer et que l'on doit regretter? Ou est-ce que d'un côté, le fait qu'elle ait fini guillotinée, c'était un peu justifié? Parlons en termes modernes, est-ce qu'on doit cancel Marie-Antoinette? Est-ce que c'était une mauvaise figure historique? Un peu à l'image d'un Napoléon qui a fait des choses qui pouvaient vraiment paraître normales pour son temps, mais maintenant quand on regarde, on se dit un peu... Je vais pas vous spoiler, mais j'ai pas vraiment réussi à trouver une réponse tranchée. Et j'en profite pour faire un petit disclaimer, je ne suis pas historienne, c'est vraiment une vidéo que je fais à vocation de loisir, donc je peux me tromper, dire des absurdités, ce que j'espère n'est pas le cas. Donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire si jamais vous remarquez des choses qui ne sont pas correctes. Et bien sûr, prenez cette vidéo avec des pincettes et faites votre recherche de vos propres côtés. Sans plus tarder, passons dans le vif du sujet et on va donc parler des débuts de Marie-Antoinette. Aujourd'hui, les mots qu'on utilise pour la décrire, c'est une reine insouciante, rebelle, qui avait surtout soif de liberté et qui vraiment ne se plaisait pas dans cette étiquette versaillaise. Parce que, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas d'origine, Marie-Antoinette n'est pas française. C'est la fille de François Ier de Lorraine qui était l'empereur du Saint-Empire romain germanique, c'est super long à dire, et de Marie-Thérèse de Habsbourg. Et c'était la dernière d'une fratrie de 15 enfants. 15. De par le statut de ses parents, elle a quand même eu une éducation, mais comme c'était la petite dernière, elle a pas eu une éducation très sévère, très rigide et surtout codifiée, parce que comme elle avait beaucoup de grandes sœurs avant elle, on n'attendait pas d'elle qu'elle ait un destin royal. Par exemple, lorsqu'elle avait 10 ans, elle ne parlait pas encore très bien allemand, ce qui peut être assez étonnant en venant quand même de la fille d'un empereur. Sauf que, surprise, la plupart des grandes sœurs de Marie-Antoinette avaient déjà été mariées ou alors tout simplement étaient décédées de maladie ou autre. Et donc, lorsque la France et l'Autriche, qui étaient rivaux depuis des années déjà, ont décidé de faire une alliance en 1756, ils voulaient consolider tout ça en mariant le dauphin, le futur Louis XVI, avec une des filles de Marie-Thérèse d'Autriche. Et il restait plus que la jeune Marie-Antoinette. Donc, avant de quitter l'Autriche, son pays, et de ne plus jamais y remettre les pieds, Marie-Antoinette a reçu quand même des personnes pour lui donner une éducation à la française et pour la préparer à l'étiquette. Et c'est donc à 14 ans qu'elle quitte son pays définitivement et qu'elle passe la frontière de l'Autriche à la France. Ici, elle a dû laisser toutes ses affaires et on en reparlera un peu plus tard. Symboliquement, elle a dû changer de vêtements. Elle a même dû laisser son chien de compagnie. Elle n'a plus rien ramené d'Autrichien en France et elle est arrivée donc à 14 ans à Versailles. Elle arrive dans une cour où vraiment tout est beaucoup plus strict, où il y a beaucoup plus de règles que dans la cour autrichienne. Et franchement, on ne lui pardonne rien et il y a déjà quelques rumeurs et on lui reproche d'être une espionne autrichienne ou des choses comme ça. Et cette vie de cour, Marie-Antoinette vraiment ne l'aime pas du tout. Par exemple, sa dame d'honneur, Madame de Noailles, désolée si je prononce mal encore une fois, avait pour mission de lui apprendre les codes et Marie-Antoinette lui donnait le surnom de Madame l'étiquette, ce qui montrait un peu en fait qu'elle était agacée. Tous ces codes, toutes ces choses à apprendre, franchement, je pense qu'elle devait se sentir étouffée. Elle n'a même pas encore 20 ans lorsqu'elle devient reine au décès de son bel arrière-grand-père. C'était pas son beau-père. C'était son arrière-grand-beau-père. Enfin bref, elle devient reine au décès de Louis XV. Et c'est en 1753 que le roi Louis XVI va lui offrir le hameau du Petit Trianon dans lequel elle aimera aller se réfugier. Ces séjours sont très mal vus, il y a de nombreuses médisances, de nombreux ragots à propos de ça, parce que ce n'est pas le rôle d'une reine d'abandonner la cour à Versailles et d'aller s'enfermer dans sa maison de campagne. Comme je vous l'ai dit, le Petit Trianon c'était un cadeau du roi parce qu'il avait quand même de l'affection pour sa reine, pour Marie-Antoinette, même si ce n'était pas du tout un mariage d'amour, c'était un mariage forcé à arranger. Voilà, à l'époque, c'était commun de marier des enfants pour faire des alliances. Les deux, on va les décrire comme très opposés. Elle qui est assez légère, qui aime les choses comme l'art, la musique, la fête. Lui qui est un peu pâteau, qui a du mal à se déplacer, dont les passions c'est la chasse et la serrurerie.
Bref, pas grand chose pour s'entendre et ils vont mettre d'ailleurs 7 ans avant de consommer le mariage. Ce qui va faire qu'on va beaucoup parler de la reine parce que le rôle principal d'une reine, c'est de tomber enceinte et d'être une mère porteuse et de donner un enfant, ce qui est d'ailleurs totalement horrible. Mais à l'époque, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on te marie, tu dois juste produire un enfant pour le royaume de France. Tout cela n'est pas arrangé par le fait que la mère de Marie-Antoinette l'espionne parce qu'elle a peur que l'alliance soit remise en cause, que le fait qu'il soit entouré par la cour, il n'ait aucune intimité. Et lorsque Marie-Antoinette va enfin accoucher de sa première fille, ce sera dans la chambre de la reine qui sera remplie de personnes en train de la regarder accoucher. Et on raconte que l'air était tellement irrespirable et qu'il y avait tellement de monde que la pauvre, après avoir sorti le bébé, elle s'est évanouie et elle cherchait de l'air partout. Enfin, comment ça, c'est quel genre de kink de regarder une femme à moitié inconnue accoucher d'un enfant? Enfin, Marie-Antoinette, elle s'ennuie dans son mariage et elle s'ennuie de son rôle de reine, elle n'arrive pas à s'intéresser à la politique. Et en lisant donc le livre dont je vous ai parlé en début de vidéo, j'ai trouvé cette citation qui était intéressante. Marie-Antoinette, elle ne songe pas à comprendre son époque, mais à passer le temps en s'amusant. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment, au final, le privilège de ne pas avoir à s'intéresser en politique, ce qui est quand même aussi ce qu'on peut attendre d'une reine de France, même si c'est quand même le roi qui reste le principal décisionnaire. Et même si elle ne s'intéresse pas à la politique, elle va s'intéresser à d'autres choses et elle va avoir énormément d'impact sur la mode et la culture, ce qui nous emmène dans notre deuxième partie. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi une reine qui est morte il y a plus de 200 ans continue d'autant faire parler d'elle, d'autant faire débat et d'avoir une telle influence dans notre culture. Parce que Marie-Antoinette, on en parle souvent. Elle inspire beaucoup de créateurs de mode, je pense par exemple au défilé Dior réalisé par John Galliano en 2006. On l'a revu lors de la performance du groupe de métal Gojira à la cérémonie d'ouverture des JO. Et d'ailleurs, ça a fait beaucoup parler de soi. Et encore une fois, c'était autour de cette image de la reine. Et il y a eu beaucoup de films autour de ce personnage qui est Marie-Antoinette, beaucoup de films, mais également beaucoup de livres. Et ce qui l'a re-rendue très populaire et ce qui l'a rendue un peu attachante, c'était notamment le film de Sofia Coppola, qui est sorti en 2006, où on la montre un peu comme une adolescente qui a grandi trop tard, qui voulait juste profiter de la vie, faire des nuits blanches et qui a souffert de cette étiquette. Et ce qui l'a beaucoup aidé dans ce film aussi, c'est l'esthétique très léchée, le côté coquette qui est revenu à la mode récemment. Et moi, j'ai vu énormément d'édits, de montages, d'inspiration de cette Marie-Antoinette qui est sûrement très fantasmée dans ce film. Je pense que la mode a commencé à prendre une certaine place dans la vie de Marie-Antoinette lorsqu'elle a dû quitter ses vêtements autrichiens pour se paraître des plus beaux habits de cour français. Et déjà, je pense que là, déjà inconsciemment, elle a dû comprendre que le vêtement, c'était un symbole, c'était toute une culture et tout un peuple qui était représenté par ces morceaux de tissu. Et c'est vrai que pour la France à l'époque, la mode, c'était déjà important. C'est là qu'on a commencé à prendre des mesures protectionnistes, à faire des réformes. C'est dans cette période-là qu'on a voulu commencer à faire de la France le royaume de la mode. Lorsqu'elle était seulement dauphine, elle ne faisait pas forcément encore attention à son apparence. Et c'est lorsqu'elle est devenue reine, incitée par Louis XVI, qu'elle a voulu commencer à être la mieux habillée et qu'elle a voulu vraiment être habillée comme une reine, parée des plus beaux atouts, des vêtements et des soieries les plus luxueuses. Être reine pour Marie-Antoinette, lorsqu'elle était encore insouciante, c'était être la mieux parée, la plus coquette. En fait, elle voulait donner une forme parfaite à la monarchie. Voilà, il fallait que d'apparence tout soit parfait. Sauf que le contenu et les agissements de cette monarchie étaient loin d'être parfaits. Elle pouvait compter notamment sur le personnage de Rose Bertin, qui est passée d'une simple couturière à la marchande de mode du royaume et de la cour. Et c'est avec l'influence de cette Rose Bertin que Marie-Antoinette, en entraînant des polémiques, créait des modes. Marie-Antoinette s'habillait toujours de manière somptueuse, elle ne reportait jamais 2 fois la même pièce, et elle se coiffe de perruques apportées par son coiffeur Léonard, qui sauront bien sûr faire parler d'elle et qui entraîneront de nombreuses caricatures et de nombreuses moqueries. Donc Marie-Antoinette, c'était toujours des volumes provocants, que ce soit dans ses vêtements ou dans ses coiffures, et très vite, toutes les bourgeoises ont voulu l'imiter et avoir ce même style. À la fin, elle finit par vouloir juste s'habiller confortablement, et il y a une peinture d'elle qui a fait beaucoup parler parce qu'on la voyait vêtue limite
comme une simple paysanne, et parce qu'en fait, elle en a marre de toutes ces contraintes encore. On revient à la même problématique du début, toutes ces contraintes de la cour, ces corsets, ces jupes énormes. Elle finit par s'habiller plus simplement, notamment lorsqu'elle va se réfugier à son petit Trianon. Elle veut donc moins de contraintes, elle bouscule, elle révolutionne de toute façon la mode et la façon de se vêtir à son époque. Marie-Antoinette, elle va provoquer une révolution des apparences, elle va bouleverser certains codes et ça va être l'une des premières influenceuses en matière de mode. Également incitée par le roi, elle se chargeait des divertissements de la cour et ça, c'est aussi une petite révolution parce qu'elle prenait beaucoup plus de place que les anciennes reines. C'est elle qui choisissait les spectacles, elle invitait des artistes. Marie-Antoinette s'intéressait à beaucoup de choses. Elle aimait la musique, elle savait chanter et jouer des instruments et elle recevait et protégeait de nombreux compositeurs. Et elle avait aussi une petite passion pour le théâtre et elle aimait jouer un peu la comédie dans son petit théâtre privé au sein du petit Trianon. Et globalement, en fait, dans ce Trianon-là, et c'est quelque chose qui a été énormément critiqué, c'est qu'elle jouait la comédie là-bas, elle jouait le rôle un peu de la paysanne. Elle s'amusait à se découvrir une vie de campagne et c'est vrai que c'était pas très bien vu. Quand on savait que les vraies paysannes et les vraies femmes de la campagne, elles mouraient de froid et de faim à l'époque, c'est vrai que c'est pas une comédie forcément de très bon goût. Une autre chose qui a nui à sa réputation, c'est sa passion pour les jeux de cartes, les jeux de hasard, dont certains que le roi ont dû faire interdire parce que la reine perdait beaucoup trop d'argent. C'est que cette passion obsédante pour la mode, pour les jeux de hasard, la culture, l'architecture, bien que ça en ait fait une pionnière dans le développement de nombreux styles et dans le développement de la culture française, ça lui a également valu le surnom de Madame Déficit, parce qu'on l'accusait en fait de vider les caisses du royaume. Dans la réalité, c'est vrai que toutes ces dépenses publiques dans une période de famine, certaines personnes la défendent en disant que le déficit qu'elle créait, il était vraiment minime par rapport au vrai déficit du royaume français. C'était pas que Marie-Antoinette le problème. Mais bon, pendant que la reine est enfermée entre Versailles et son petit Trianon, profite de ses loisirs ou de sa vie de campagnarde, il y a le peuple à côté qui souffre. Les derniers hivers ont été rudes, la famine fait rage. Ensuite, la triste affaire du collier que je ne vais pas prendre le temps de détailler ici. Je vais essayer de vous mettre en lien des sources ou des vidéos qui pourraient vous en apprendre plus à ce sujet. Mais malheureusement, cette triste machination, elle va quand même participer à sa baisse de popularité auprès du peuple et de la cour. Si vous me trouvez différente, c'est normal parce que mon micro, en plus d'être de piètre qualité, a décidé d'arrêter d'enregistrer hier. Donc j'ai plein de rushs où en fait il n'y a plus le son du tout. Donc c'est pas grave, on va reprendre de là où j'étais. De toute façon, de son arrivée jusqu'à sa mort, l'opinion publique, elle aura quand même été très dure envers Marie-Antoinette. Parce qu'elle était une femme et parce qu'elle était étrangère, je pense que ça suffisait à faire d'elle l'objet de nombreuses moqueries. En plus, elle est arrivée jeune et elle ne connaissait pas la plupart des codes, donc c'était quand même une cible facile, que ce soit pour les pamphlets ou les caricatures ou des choses comme ça. Néanmoins, si le peuple se moquait autant de leur reine, c'est peut-être aussi parce que finalement, ils ne connaissaient pas leur reine tant que ça, parce que Marie-Antoinette n'a jamais vraiment fait l'effort de s'intéresser au peuple. Elle n'a jamais quitté ni Versailles ni Paris pour aller dans les campagnes, découvrir les personnes qui mouraient de faim, pour faire des apparitions publiques. Donc forcément, il y avait un grand fossé qui se créait entre la royauté et le peuple. C'est seulement lorsqu'on l'arrache de son confort, de son quotidien, de ses dépenses, que là, elle va enfin ouvrir les yeux, qu'elle va prendre conscience du rôle qu'elle aurait pu jouer et de la hauteur de ses responsabilités. Et malheureusement, c'est déjà trop tard. Et la très connue année 1789, elle va être très difficile pour les deux souverains parce que déjà, l'un de leurs enfants va mourir puisqu'il s'agit du dauphin, donc leur fils aîné. Sachant que Marie-Antoinette était une mère très proche de ses enfants et que contrairement à certains souverains, elle a été très active dans leur éducation. C'est vraiment une perte très difficile, mais ça leur a permis à elle et au roi de se rapprocher. À Marie-Antoinette, on prêtait des mœurs plutôt légères. Traitée d'infidèle, on aimait la sexualiser dans des dessins qui étaient vraiment dégoûtants. C'était l'une des premières victimes de slut-shaming public, s'il vous plaît. Pourtant, on lui attribuera qu'un seul amour, qui n'était pas Louis XVI, mais le comte Axel de Fersen. Les défenseurs, pendant longtemps, disaient qu'il est toujours resté fidèle au roi ou des choses comme ça. Il y a des choses assez floues autour de leur relation, mais quand on regarde leurs échanges par lettres ou des choses comme ça,
À mon avis, il n'y avait pas qu'une amitié très très proche. En tout cas, ce fameux Axel de Fersen, c'est lui qui va les aider à organiser la fameuse fuite à Varennes, même s'ils ne s'enfuyaient pas précisément à Varennes, c'est l'endroit où ils ont été démasqués. Pour rappel, cette fuite, elle a eu lieu le 20 juin 1791. La reine et le roi voulaient fuir, il me semble, pour retourner vers l'Autriche ou dans un de leurs territoires alliés, pour être en sécurité là-bas, parce qu'ils voyaient bien que la révolution commençait à monter d'un cran. Je vous la fais courte, le roi est exécuté en 1793. Et même si je vous ai dit qu'elle n'a pas forcément aimé Louis XVI, elle l'appréciait quand même et c'était quand même son mari, le père de ses enfants et des choses comme ça. Donc forcément, elle avait quand même de l'attachement pour cette personne, enfin malgré tout. Et c'était assez dur pour elle de le voir monter à l'échafaud. Donc son emprisonnement a quand même été dur psychologiquement. À la base, il n'était pas prévu de tuer Marie-Antoinette parce que les révolutionnaires voulaient s'en servir un peu comme otage. Une reine qui reste vivante emprisonnée, ça reste quand même une menace qui plane au-dessus de la République. Je parle en tout cas aux yeux des républicains. Jusqu'à la fin de ses jours, on lui attribuera un grand courage et une grande dignité. Il y a la fameuse légende, je ne sais pas si c'est vrai ou non, de ses dernières paroles où elle s'excuse d'avoir marché sur le pied de son bourreau. Donc jusqu'au bout, elle aura su garder son statut de reine, rester digne, garder la tête haute. Et d'ailleurs, ses conditions d'emprisonnement étaient assez difficiles quand même, mais je pense que ce n'étaient pas les pires que l'on pouvait subir dans une prison révolutionnaire à l'époque. Vu la haine que le peuple avait pour la reine, on se dit que bon, au final, ils ont été assez clément entre gros guillemets, parce qu'elle finit quand même tout de même par être exécutée le 16 octobre 1793. Alors maintenant qu'on a fait un petit retour dans l'histoire, à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Marie-Antoinette était une victime de la Révolution ou alors est-ce que c'était un bourreau? Est-ce qu'elle était coupable de ce soulèvement du peuple? Parce que d'un côté, cette révolution, jusqu'à sa mort, elle l'aura endurée quand même avec énormément de privilèges. C'était une reine, c'est-à-dire que toute cette période de révolution difficile, elle l'a vécue dans le faste, elle l'a vécue en mangeant à sa faim, et donc elle n'a pas eu de soucis, en tout cas physiquement. À côté, il y avait des femmes, des hommes et des enfants qui mouraient de faim, qui peinaient à nourrir leur famille. On voit toutes ces autres femmes qui ont été maltraitées par la Révolution et qui ont été tuées également injustement. Je ne pense pas que Marie-Antoinette, même si son histoire est très tragique, soit la plus grosse victime de cette histoire. Mais d'un côté, je pense qu'on ne peut pas blâmer aux deux jeunes souverains la révolution de 1789 qui est juste en fait le résultat d'années et d'années d'un système complètement pourri. Enfin, je pense que maintenant on le sait tous que la monarchie absolue, leur système de taxes et tout ça à l'époque, c'est pas ce qu'il y avait d'idéal quoi. Et j'espère que je vais pas avoir des royalistes dans les commentaires qui vont m'attaquer. Mais donc Marie-Antoinette, elle est née, elle a été mise à un endroit, on lui a jamais demandé son avis, on lui a jamais demandé si elle voulait être reine, si elle voulait s'occuper des affaires du royaume. Alors oui, une fois qu'elle a été là, ça aurait été peut-être à elle de prendre les choses en main, d'essayer d'agir, de changer les choses pour le peuple. Mais je vous le rappelle, ça reste quand même la reine. Et pas à la reine de prendre les décisions pour le royaume. Il y a le roi a des conseillers. La reine pouvait avoir de l'influence, mais avait quand même un rôle assez secondaire. Je pense que pour la cour, les bourgeois, etc., elle a eu quand même un rôle facile de bouc émissaire, parce que je le rappelle, ça reste quand même une femme étrangère. Donc c'est facile de blâmer des années de mauvaise gestion, de dépenses énormes, le tout sur une seule femme, alors que le problème vient d'il y a beaucoup plus longtemps. Alors oui, c'était peut-être à elle d'ouvrir les yeux à un moment, elle a peut-être essayé de le faire, mais n'oublions pas toutes ces femmes du peuple qui ont souffert et qui ont elles aussi été sacrifiées sous la bannière de la Révolution. Bien, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a été assez complète. S'il y a des précisions ou des détails que vous voulez partager, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo, c'est super important. Ça me ferait vraiment plaisir, surtout vu l'investissement et le travail que j'ai mis derrière cette vidéo, même si ça ne se voit pas forcément. Et sur ce, n'oubliez pas de commenter Vive la République en commentaire si vous voulez pas vous faire guillotiner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.